émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Le Covid-19 n'est pas simplement un virus destructeur pour les organismes, il crée aussi la peur et la zizanie. En 2017, la Fondation Jean Jaurès avait publié une enquête sur la perméabilité des Français au complotisme. Parmi les affirmations particulièrement présentes dans les réponses, en deuxième position arrivait l'idée selon laquelle le gouvernement se serait accordé avec les entreprises pharmaceutiques pour cacher la nocivité des vaccins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le pays de Diderot, Voltaire, Pasteur ou Calmette, ces croyances sont le symptôme d'une étrange défaite. Pour un certain nombre de nos concitoyens, et ce n'est pas négligeable, science et progrès, systématiquement associés aux maux de nos sociétés développées, n'ont plus la cote. Les militants anti-vaccins ne sont pas nés hier à la faveur de cette pandémie. C'est une mouvance assez ancienne. Pourtant, nous les voyons évoluer et se développer. Alors, Pasteur disait guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. La transparence n'est-elle qu'une condition de la guérison? Faut-il davantage développer la prophylaxie? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder aujourd'hui pour un débat intitulé Vaccination, défiance ou manque d'enthousiasme. Et pour débattre avec nous, Philippe Amouyel, professeur des universités, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes directeur du service de santé publique et d'épidémiologie du CHRU de Lille. Vous dirigez également une unité de l'INSERM et la Fondation Alzheimer. Bonjour Philippe Amouyel. Bonjour. Henri Bergeron, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des politiques de santé publique. Bonjour Henri Bergeron. Bonjour. Serge Blisco, vous êtes médecin, ancien président de la MIVILUDES, la mission de lutte contre les dérives sectaires, et vous êtes président du conseil de surveillance du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est-à-dire Sainte-Anne. Bonjour Serge Blisco. Bonjour. Alors, une première question à Philippe Amouyel. Pour commencer, peut-être faut-il rappeler ce qu'est un vaccin. Ce n'est pas un traitement. Alors, ce n'est pas un traitement, mais si on considère qu'un traitement arrive après le début de la maladie, là, on est dans ce qu'on appelle, nous, un mécanisme de prévention primaire, c'est-à-dire qu'on essaie de soigner les gens avant que la maladie apparaisse. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour éviter ce type d'affection. Et le vaccin, en fait, c'est injecter une substance dans le corps humain qui va déclencher une réaction immunitaire, c'est-à-dire une réaction de défense contre cette substance, et qui, par la suite, permettra à ce corps, lorsqu'il retrouvera cette substance dans sa vie quotidienne, de lutter très rapidement, voire détruire la maladie, en particulier infectieuse, qui va l'attaquer. Alors, ça concerne les maladies infectieuses, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus de systèmes qui aident notre système immunitaire, y compris dans des maladies chroniques. Oui, alors je confirme effectivement ce fait historique qui est important à rappeler aujourd'hui. Ceux qui ont en sciences sociales travaillé sur la nébuleuse, parce qu'il s'agit d'une nébuleuse antivaccinale, montrent bien que c'est un groupe qui n'est pas du tout homogène, avec des gens de toutes classes sociales, y compris avec des gens des classes supérieures. On avait l'habitude, peut-être un peu naïvement, d'associer niveau d'études supérieures, statut social supérieur et foi immodérée dans la science. Ce lien est un peu distendu dans le cadre de la vaccination. Donc, je crois que en première précision, il est important de dire qu'en ce moment, il existe effectivement quelque chose qu'on appelle l'hésitation vaccinale, que cette hésitation vaccinale, c'est un continent avec balkanisé, avec des groupes extrêmement différents, avec des gens très actifs, très remontés et qui ne se révèlent pas à l'occasion de cette crise, mais sont présents dans le paysage sanitaire depuis longtemps. Et puis d'autres gens qui expriment, et on pourra voir pourquoi, certaines méfiance, qui pourrait être au départ des méfiances tout à fait légitimes, en tout cas absolument pas irrationnelles, dans une campagne massive, rapide, après l'obtention dans une célérité sans précédent d'un vaccin contre une épidémie.
Alors, Serge Blisco, est-ce que la vaccination n'est-elle pas à la fois victime de son succès et puis contradictoirement, en même temps, victime d'un manque d'information et de transparence? On voit qu'en Europe, beaucoup veulent se faire vacciner et n'y arrivent pas, et en même temps, on a un regain des anti-vaccins. Oui, je m'exprimerai sur la question euh, du manque de vaccins ou des difficultés à trouver des vaccins qui sont un autre problème. Il est certain que nous avons affaire à une coalition, comme disait M. Bergeron, de refus pour des raisons très, très différentes qu'on va peut-être exposer maintenant. Mais il faut bien reconnaître qu'au-delà du mouvement spontané, il y a aussi des caractéristiques françaises. Hein. Vous avez parlé, Élise Barbara, de l'Europe, oui, mais la France a une caractéristique que d'ailleurs l'enquête de 2017 montrait, c'est que c'est un des pays où la réticence à la vaccination, le pays de Pasteur, comme on dit parfois, et vous l'avez dit, Calmette, Guérin, etc., est la plus grande en Europe. Ça ne recoupe pas nécessairement, et ça je suis tout à fait d'accord, ça ne recoupe même pas du tout des questions j'allais dire, de niveau d'études ou pas du tout, puisqu'on trouve aussi bien des gens avec une grande éducation dans le refus de la vaccination que des gens qui sont beaucoup plus éloignés des questions de santé publique. C'est donc quelque chose d'assez compliqué. Et je crois que toute réponse ou je suis bien évidemment, vous l'avez compris, un partisan très, très, très fanatique des vaccinations, mais je crois que toute réponse qui serait univoque, méprisante, encore une fois, serait une erreur. Hein. Les anti-vax, comme on dit aujourd'hui, ne sont pas les gilets jaunes de la science. Hein. Ce sont des citoyens de différents types d'horizons politiques, sociaux, de différents types d'horizons idéologiques avec qui il faut discuter. Et la condamnation méprisante ne fait que renforcer leur réticence. Je crois que, si je peux me permettre, contrairement aux autres aspects des vaccins, comme la rougeole, les vaccins des maladies infantiles, les vaccins obligatoires, moi, je n'ai pas ressenti ça dans cette crise liée au SARS-CoV-2, enfin, Covid-19. Le premier exemple, moi, qui m'a marqué, c'est la vaccination contre la grippe qui a eu lieu cet automne. Moi, je me fais vacciner très régulièrement contre la grippe, tous les ans, ne serait-ce que pour ne pas contaminer les patients. Et c'est quelque chose qui passe très mal, y compris, parce que vous parliez de tous les milieux sociaux, dans le milieu sanitaire, le milieu médical. J'ai beaucoup de confrères qui ne se vaccinent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, mais et puis de toute façon, j'ai déjà fait la grippe, et puis de toute façon, moi, je ne le supporte pas. Il y a toujours une bonne, mauvaise raison de ne pas se faire vacciner. Or là, pour la première fois, on est tombé en rupture de stock de vaccins anti-grippe. Exact. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Le deuxième événement, ça s'est passé à partir du moment où l'Europe a négocié ses stocks de vaccins, et cette décision, que moi j'ai trouvée tout à fait positive, de décider que tous les pays européens vaccineraient le même jour, à partir du 27 décembre, pour tout un tas de raisons et politiques et sanitaires qui sont intéressantes. Et le 25 décembre, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la France vacciner Morissette, alors que tous les autres pays ont vacciné massivement. Je ne parle pas d'Israël, je ne parle pas de tous ces pays. Et là, ça a été un grand désarroi, parce que le plan qui avait été mis en place par la Haute Autorité de Santé, qui est très bien avec les 5 phases, moi j'étais persuadé qu'ils allaient démarrer les 5 phases en même temps. Or là, ils ont commencé par le tout petit bout de la première phase, c'est-à-dire les EHPAD. Donc, grosse réaction, je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai passé des coups de fil, mais on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on vous explique, oh là là, il ne faut surtout pas se presser. Mais je dis, pourquoi il ne faut pas se presser? Il faut se presser. Hein. Vous ne vaccinez pas, le virus va multiplier, on va avoir des variants, hein, ça y est, ils sont arrivés. Et il faut acquérir le plus vite, il faut qu'on sorte de tout ça, il n'y a que la vaccination. Ah mais non, vous n'avez pas compris, il faut d'abord vacciner les EHPAD. Oui, mais je pense qu'il faut aussi vacciner les médecins. Donc ça a été un combat avec d'autres, Axel Kahn et d'autres, on est parti sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, on a été entendu. Mais quand est-ce qu'on a été entendu? Au moment où derrière nous, je ne m'attendais pas à ça, on a eu un flux de gens qui voulaient se faire vacciner. De gens que l'on n'attendait pas. Et tous
ces fameux antivax sont sur les réseaux sociaux, on pourra peut-être en reparler, et ils agrègent différents groupes sociaux qui sont vraiment intéressants. Et on s'est aperçu à ce moment-là que le gouvernement a complètement changé son fusil d'épaule en disant qu'il avait quand même raison la première fois, mais qu'on est parti à vacciner à tout crin. Et c'est quand même assez original, c'est-à-dire que là où on s'attendait, avec tous les sondages qui sortaient, 54% des Français veulent se faire vacciner, 44% veulent se faire vacciner, tout le monde craignait les antivax. En fait, je pense qu'il y a eu une petite confusion. Le pourcentage d'antivax, à mon avis, il a toujours existé, il existera toujours, il sera toujours le même. Alors, il va varier un petit peu à la marge entre Pasteur et maintenant en fonction du vaccin. Et il cristallise beaucoup de choses de plus que la vaccination. À côté de ça, entre 54% et 44% et ces antivax, il y a des gens qui sont indécis. Ces gens indécis ne sont pas nécessairement des antivax, ce sont des gens qui ont besoin d'informations, de culture. Or, comme le disait Henri Bergeron, c'est très difficile d'avoir de l'information, surtout qu'il y a du parasitage anti-vax en plus qui se glisse entre ces systèmes d'information. Donc réellement, il y a un problème de culture, il y a un problème d'information et il y a un problème moi je dis toujours, il faut faire un chef d'orchestre. Il faudrait qu'il y ait un chef d'orchestre à côté du président de la République ou de n'importe quelle autorité qui puisse gérer et donner cette parole. Là, on a vu monsieur Vaccin, Alain Fischer, qui est remarquable, que j'adore, qui est un grand scientifique, qui dit « Ah ben quand même, les vaccins ARN sur RTL, c'est quand même… » Or, c'est la plus grande découverte qu'on ait pu faire et c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. Donc, il faut vraiment mesurer cette parole et avoir un vrai système de communication parce qu'on a des indécis à faire basculer. Je suis de la génération un peu plus âgée peut-être que Philippe Amouyel, qui n'a jamais vu de tétanos, n'a jamais vu de poliomyélite. Je parle en tant que médecin. J'ai vu des poliomyélites quand j'avais 7 ans, en 57, quand il y a eu la dernière grande épidémie française, qui a entraîné d'ailleurs un afflux de personnes autour d'enfants, en particulier de parents, pour la vaccination. Dans mes études médicales, donc, je n'ai jamais vu ces maladies. C'est explique aussi que… j'allais dire, la vaccination et la maladie infectieuse est sortie un peu du champ. Ça paraissait être pour le carnet de santé, pour la PMI. Et puis, il y a eu quand même, il faut le dire, pour augmenter ce scepticisme, ou plutôt ces résistances, qui ne sont pas des oppositions très franches, un certain nombre d'avatars. On a connu l'hésitation sur le vaccin anti-hépatite B au moment où Kouchner était ministre de la Santé, qui était un raté. Où le taux de vaccination s'est effondré. Et puis on a aussi, et ce n'est pas un échec à mon avis, mais on a largement moqué Roselyne Bachelot quand elle a commandé 94 millions de doses, je crois que quelque chose comme ça, contre le H1N1, et bien évidemment 1 milliard de masques. Rétrospectivement, avait-elle complètement tort dans ce surstockage? En tout cas, l'affaire de 2020 du Covid-19 a montré que si nous avions eu effectivement les précautions que Roselyne Bachelot avait mis en avant, on s'en serait sans doute mieux sorti au printemps 2020, avec une maladie relativement pernicieuse. Dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est que je suis, en tant que médecin, en tant que ancien responsable politique, extrêmement tourmenté par ce qui se passe aujourd'hui sur les télévisions en continu, sur les chaînes en continu, sur les réseaux sociaux, mais en particulier sur les chaînes en continu, par, j'allais dire, un certain nombre de confrères qui sont complètement dévoyés. Et à qui l'attrait de venir sur un plateau de télévision fait perdre, j'allais dire, tout contrôle de ce qu'ils peuvent raconter. J'ai fait une petite collection, puisque de mars à mai, j'étais vraiment très confiné, et donc je reçois toujours des revues médicales, non pas le Lancet, etc., trop compliqué pour moi, mais des choses pour généralistes, genre le panorama du médecin, qui s'appelle Egora, et j'ai découpé un certain nombre de déclarations péremptoires de grands noms de l'infectiologie, je ne vais pas les dire ici, et qui nous expliquaient, un, que c'était une grippette, deux, qu'il fallait craindre plus les accidents de trottinette, que deux, il n'y aurait pas de deuxième vague. Bon, tout ça, alors ces gens-là sont passés à la télévision, ils m'ont fait honte parce qu'ils ont aussi trompé le public. C'est délicat, la vaccination. C'est un phénomène qui n'est pas toujours, je remercie Philippe Amouyel de l'avoir expliqué simplement, qui n'est pas toujours très, très clair pour les personnes. Alors, en plus, comme on protège de maladies qu'on ne voit jamais, il est évident que le scepticisme grandit au fur et à mesure des années. C'est un peu un truisme.
Quand il y a eu la grande épidémie de polio, j'y reviens de 56-57, j'étais nancéen, donc poumon d'acier, etc., avec ces gosses qu'on voyait, les photos terribles. Les gens ne se sont pas posé de questions, il fallait sauver les enfants. Quand il y a eu après la guerre la généralisation du BCG, vaccin certes imparfait, il n'y a pas eu beaucoup de questions non plus. Aujourd'hui, qui a vu ceci, qui a vu cela? Mais le Covid, on a vu, et là, il est certain qu'il fallait mettre les bouchées doubles, et je suis content que Philippe Lamouyel ait pu pointer, j'allais dire, l'espèce d'extraordinaire timidité face à des antivax qui ne sont pas tous des militants et qui sont simplement des personnes qui se posent des questions et qui posent sans doute des questions gênantes et avec en face une communication pour le moins disparate. On va le dire comme ça parce que je suis poli. Alors, on va dérouler justement sur les antivax, mais avant, je voudrais poser une question à Philippe Lamouyel. L'efficacité des vaccins dépend du taux de couverture. On voit, on l'a dit, la tuberculose, par exemple, revient dans certains endroits. Est-ce que le fait de ne pas vouloir se faire vacciner n'est pas aussi une question d'individualisme? Alors, je crois qu'il y a deux notions dans la protection du vaccin. Il y a la protection individuelle, c'est-à-dire que je me vaccine pour ne pas faire la maladie, ne pas avoir de complications graves, en l'occurrence dans le cas du Covid-19. Et il y a ce qu'on appelle l'immunité collective acquise. Qu'est-ce qui fait que les antivax peuvent être antivax? C'est que justement, dans les sociétés où ils vivent, quand même une majorité de gens sont vaccinés, font barrage aux maladies et finalement, ils ont beau jeu de dire que regardez, je ne vaccine jamais, je ne suis pas malade, ni mes enfants. Donc, je crois que ça, c'est le premier piège avec lequel ils jouent et dont je ne suis même pas sûr qu'ils aient eux-mêmes conscience. Alors, en effet, je n'ai pas connu la polio, parce que j'ai fait le vaccin, etc. En revanche, ce que j'ai vu, moi, c'est remonter la méningite tuberculeuse. Alors, juste un mot sur la tuberculose. Comme le disait Serge Bisco, ce n'est pas le vaccin idéal. Ce n'est pas une vaccination, c'est une prémunition. C'est-à-dire que même si vous avez été vacciné par le BCG, si vous êtes dans de mauvaises conditions physiques, vous pouvez quand même développer la maladie. En revanche, vous allez mieux y résister. En revanche, ce que ça a totalement supprimé, la vaccination contre le BCG, c'est une maladie terrible qu'on n'a pas connue, que je n'ai pas connue au début de mes études, qui était la méningite tuberculeuse. Ça touche des enfants qui sombrent dans le coma et qui ne vont pas généralement vivre très longtemps, si ce n'est avec d'énormes séquelles. Et ça, il n'y en avait plus. Et j'ai commencé, donc quand j'ai commencé mon internat en 85, pendant mes gardes, à voir des gens qui arrivaient et tous n'avaient pas de vaccin contre la tuberculose. Donc là, on est à un niveau où finalement, ce n'est pas l'immunité collective, mais la protection individuelle qui est défaillante. Donc l'individualisme, je ne sais pas ce qu'il signifie là, parce que l'individualisme, c'est se mettre en avant pour se protéger. Là, les gens font exactement l'inverse. Je pense que cet individualisme, il est plus lié à des fantasmes liés à la vaccination. Ça commence de la peur de la piqûre jusqu'à la peur du produit qu'on va m'injecter. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'antivax qui flashent sur ce qu'on appelle les adjuvants, qui ont regroupé les anti-aluminium, qui ont regroupé ces éléments. Alors, ce n'est pas ça le produit intéressant, hein. C'est vraiment le produit actif. Donc, c'est quand même, je crois que c'est Henri Bergeron qui parlait d'une nébuleuse qui regroupe tout un tas d'éléments. Alors, certes, il y a l'individualisme, parce que l'individualisme vient du fait que je ne me vaccine pas, mais je ne protège pas les autres. C'est ce qui se passe typiquement dans le Covid, hein. C'est assez malheureux, mais c'est comme ça. En revanche, il y a beaucoup d'autres raisons au-delà d'individualisme et qui sont liées, à mon avis, à l'incompréhension, à l'inculture et au fait que, comme le disait Serge Bisco, il y a du parasitage permanent sur ce que c'est, y compris par des gens qui ne le font pas exprès, qui émettent des doutes purement scientifiques, qui sont des vraies angoisses en disant s'il doute, lui, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Si par exemple le Premier ministre ou le ministre de la Santé dit moi je ne veux pas me faire vacciner, je laisse ma dose aux autres, mais pourquoi? On a besoin de lui, il faut qu'on le vaccine. Donc il y a toutes ces notions qui créent un certain climat de doute, et là tout l'enjeu c'est de faire une communication qui fasse basculer les indécis, ce qui se passe plutôt bien actuellement. Alors Serge Bisco, je rappelle que vous avez présidé jusqu'à l'an dernier la MIVILUDES, la mission de lutte contre les dérives sectaires. La pandémie de Covid-19 a permis au mouvement anti-vaccin, on l'a rappelé, d'accroître un peu leur affluence grâce à un contexte de sidération et puis à des séquences d'errements politiques favorables à l'émergence, on l'a aussi rappelé, et à la diffusion de récits complotistes. On les dit anti-science ou même parfois pro-virus, mais
Henri Bergeron, vous-même, vous l'avez souligné tout à l'heure, le paysage de l'antivaccinisme contemporain est plus complexe. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler? Et puis, je demanderai aussi à Henri Bergeron de réagir ensuite. Je prends la parole, Madame Barbarat, oui. Alors, à la Mévilune, nous avons donc vu apparaître dans les 10 dernières années, à partir de 2010, une préoccupation, c'est que la dérive sectaire que beaucoup pensaient un peu folklorique, des groupes, etc., s'était totalement transformée. 50% de nos 3000 environ signalements que nous recevions par an concernaient des dérives en matière de santé. Alors, Philippe Amouyel, historiquement, le vaccino-scepticisme suit l'histoire de la vaccination. On l'avait rappelé tout à l'heure. Il est intéressant de souligner que c'est en réaction à des négociations au Parlement pour rendre obligatoire la vaccination que s'est créée la première ligue anti-vaccinale française en 1879. Et elle réunissait à l'époque principalement des médecins. Existe-t-il encore un courant important de médecins ou de personnel médical opposé à la vaccination aujourd'hui? Je pense que c'est plus subtil que ça. On ne peut pas être opposé à la vaccination quand on est dans le milieu médical, mais on ne se vaccine pas. On ne pratique pas la vaccination, on attend, on vous explique qu'on n'a pas le temps. C'est vrai chez les médecins, mais c'est vrai dans tout le personnel soignant, pas que les médecins. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le pourcentage semble augmenter au fur et à mesure que le niveau culturel et éducationnel diminue. Entre le médecin jusqu'à l'aide-soignante, on a des principes qui évoluent de manière relativement importante. Donc là, on est sur des jeux culturels. C'est pour ça que je pense que l'explication est importante. Quand il s'agit des médecins, là, il y a une vraie question moi, que je pose régulièrement. Quand on voit, par exemple, que dans certains EHPAD, bien avant le Covid-19, on a des épidémies de grippe, avec tout l'impact que ça peut donner transporté par l'extérieur, parce que ces gens ne sortent pas, ils sont amenés soit par les familles, soit le plus souvent par les médecins, par le personnel soignant. Même chose pour les questions de Covid-19. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, est-ce que ça ne fait pas partie de la fonction médicale justement de protéger ces patients et donc que les médecins se vaccinent et que le personnel se vaccine? À ma connaissance, ça n'existe que pour 2 infections, l'hépatite, où là c'est surtout la protection du risque individuel, le risque de la piqûre, puisque c'est quand même l'hépatite B, quelque chose d'extrêmement répandu et d'extrêmement transmissible par justement tous les objets contondants qu'on utilise en médecine et dans les laboratoires par la typhoïde. Dans les gens qui manipulent des selles, des choses comme ça, ils doivent être vaccinés contre la typhoïde. C'est 2 vaccinations qui sont obligatoires. Est-ce qu'il ne faudrait pas les étendre? Et là, de manière assez rigoureuse pour conditions d'exercice. Alors bien sûr, vous allez me parler de liberté, etc. Mais je pense que on ne peut pas concevoir que des médecins, non pas pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pour leurs patients, ne puissent pas se faire vacciner. Donc c'est vraiment une question ouverte, c'est un avis très personnel. Et je pense que dans le cadre du Covid, quand on voit ce qui s'est passé à Dieppe, par exemple, vous avez dû voir, donc Dieppe, il y a eu ce foyer qui est apparu de Covid-19, c'est devenu une infection nosocomiale, c'est-à-dire une infection qui était dans l'hôpital, on ne séparait plus les patients, les médecins ont été touchés, les patients ont été touchés massivement, donc ça veut dire que la transmission s'est faite au sein de l'hôpital. Elle est bien sûr venue de l'extérieur à un moment, mais elle s'est faite au sein de l'hôpital. Le fait de vacciner les patients en premier aurait pu limiter ce genre de choses. Les soignants en premier auraient pu limiter ce genre de choses. Donc moi, par rapport à la question que vous posez, Élise, là, c'est une autre question que je vous repose parce qu'on peut gloser pendant des heures. Je pense que dans le cadre du système médical et du personnel soignant, il n'y a pas lieu, puisque c'est leur fonction de soigner. Voilà, je la mets sur la table, cette question, est un petit peu compliquée à discuter. Alors, est-ce que Serge Bisco, qui a été parlementaire, veut répondre? J'ai les mêmes prémices que Philippe Amouyel. Il est bien évident que je suis extrêmement déçu par un certain nombre de confrères, parce qu'il y en a quand même. Il y a eu quelque chose de très, très pénible. C'est quand notre prix Nobel Montagnier et Joyeux ont fait quelque chose dans un théâtre. Même l'envoyé spécial de Libération qui suivait ça, on est revenu complètement retourné. Et on a repris
la vieille fable du vaccin qui donne l'autisme, enfin, etc., alors que ça s'appuyait sur des études totalement, non seulement faussées, mais en plus payées pour Fausse. être faussées. Hein. Fausse. C'est des données inventées. Le Inventées. lien entre autisme et vaccination contre la rougeole, qui a été publié dans le Lancet, enfin, quelque chose d'incroyable, mais totalement faux. Incroyable. Et la personne qui avait lancé ça, qui avait été écoutée au début, après, on a trouvé qu'il avait touché, je crois, 700 000 $ pour sortir ces documents. Bon, n'y revenons pas. Mais je pense que le corps médical a besoin d'être plus exemplaire pour entraîner effectivement les autres catégories de soignants, infirmières, aides-soignantes. Et là, je crois qu'on a beaucoup de travail. Alors maintenant, sur l'obligation vaccinale, puisqu'en tant que parlementaire, on est chargé de conseiller le gouvernement de faire la loi. L'obligation vaccinale, j'ai longtemps été très à fond pour, et j'y suis encore plus à partir du 1er janvier 2018, quand Agnès Buzyn a coupé court à toutes les discussions en disant pour les enfants, on va passer à 11 vaccins. Bon, il faut le savoir que ce n'est pas 11 piqûres et que bon, il y a eu beaucoup de désinformation là-dessus, mais finalement, ça s'est très bien passé. Je crois que les refus sont très peu nombreux. Il est néanmoins, il faut quand même noter que c'est en France qu'on a le plus d'obligations vaccinales imposées par l'État. Beaucoup d'États ont choisi de faire plutôt confiance à leurs concitoyens et de préconiser la vaccination, de faire des campagnes de communication qui sont peut-être plus intelligentes que ces calendriers vaccinaux. Je ne sais pas si le docteur Amouyel a participé à l'élaboration de calendrier vaccinal qu'on mettait récemment sur Internet, mais c'est complètement incompréhensible pour le médecin, pour le commun des mortels. J'espère qu'il a été simplifié, mais en tant que professionnel, moi, je n'y comprenais jamais rien. Donc, c'était quelque chose d'effroyable. Alors, je crois qu'on a à la fois, très curieusement, une suradministration de la santé publique, ce que disait Henri Bergeron, avec un espèce de privilège ou de l'État de dire ce qui est bien pour le public et qu'on devrait plutôt faire confiance d'abord aux associations de patients qui, depuis l'émergence du sida, ont beaucoup amené à ce dialogue entre les pouvoirs publics et les citoyens, et puis de se dire que toute obligation aujourd'hui est contestée. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour faire adhérer les personnes, parce qu'autrement, on arrivera toujours à ce paradoxe, c'est-à-dire un État qui veut imposer et une société civile rétive et qui ne comprend pas cette imposition, ces ordres. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc, je suis paradoxalement pour faire confiance, j'allais dire, au bon sens, à la force de l'exemple aussi. Et ce que vous avez dit sur la vaccination antigrippale est formidable. La rupture de stock, alors tous les ans, on trouvait des vaccins jusqu'en février. Là, en l'espace de quelques jours, il n'y avait plus aucun vaccin. Donc, c'est un art difficile, mais je crois qu'il faut qu'on se fasse tous mutuellement confiance. Alors, une question plus philosophique pour Henri Bergeron. Derrière le militantisme anti-vaccinal s'oppose en creux la question de la défense des libertés individuelles. Qu'en pensez-vous ? Comment dire, c'est un débat aussi ancien que la santé publique. La santé publique, enfin, vous trouvez des traces historiques de ce conflit et de la façon dont la santé publique et les mesures de santé publique sont rentrées en contradiction, avec des normes de liberté individuelle. C'est très ancien. Alors, des normes de liberté individuelle aussi qui ont été défendues anciennement par les intérêts commerciaux, parce que la santé publique, la quarantaine, l'isolement, c'était d'abord l'arrêt des échanges commerciaux, et la bagarre qui a existé entre santé publique et liberté individuelle, elle a aussi été médiatisée par ceux qui voulaient maintenir les échanges et la liberté, d'abord pour des questions commerciales. Vous regardez effectivement des textes. Il y avait au XIXe siècle des officiers de santé contre lesquels la profession médicale a beaucoup lutté, et vous regardez un certain nombre de textes qui ont été produits sur les questions de santé publique, et c'est vraiment
comment dire, ça suscite la répulsion d'un nombre incalculable d'hommes politiques, de citoyens qui contestent la légitimité de la santé publique à interférer dans la vie individuelle. Regardez comme le combat a été difficile pour Simone Veil en 1977 avec la loi sur le tabac, Claude Évin après avec sa loi sur l'alcool. Enfin, de quel droit venait-on limiter les libertés individuelles? Et d'ailleurs, beaucoup de dispositions que ces deux lois ont fait passer n'ont pas été mises en œuvre et continuent même encore d'être challengées, voilà. Donc c'est un très très vieux débat, effectivement, qui a aussi maille à partir avec la question de l'égalité. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce qu'en France, on ne peut pas non plus rompre l'égalité des Français face à la santé publique. Et au moment d'H1N1, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les épidémiologistes montraient déjà qu'il y avait un niveau de vaccination d'un pourcentage un tel de la population qui était suffisant pour assurer l'immunité collective, et elle n'a pas voulu rompre cette question de l'égalité des Français, et elle a décidé que la vaccination devait concerner tout le monde sans limitation et qu'on pouvait pas fixer un seuil de la population au-delà duquel on arrêterait de vacciner. Donc oui, c'est un très très vieux débat, très ancien, qui est historiquement très, très documenté. Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.